Vielen Dank, Herr Professor Doktor. Chers amis, c'est un plaisir pour moi d'avoir été invité à vous adresser la parole ici. Pour des raisons extérieures à ma volonté, je n'ai pas pu assister à l'ensemble de vos travaux, mais je sais, et l'on m'a dit qu'ils étaient riches. Et je redoute, par une pauvre contribution, d'abaisser le niveau d'une réunion aussi prestigieuse. La question que l'on m'a posée est ici devant vous. Ce n'est pas une question à laquelle la réponse est facile. C'est un peu comme si on vous demandait est-ce qu'on peut à la fois être riche ou heureux et heureux. Ça dépend. Et que signifie le caractère contraignant de la charte pour les citoyens? La réponse est inévitablement aussi ça dépend. Cela dépend tout d'abord de ce qu'on appelle citoyen. Citoyen, c'est un terme générique. On peut remplacer par celui de particulier parfois, et ma conviction, c'est que pour les citoyens comme vous et moi, l'apport de la charte est tout à fait différent de celui qu'elle peut avoir pour les citoyens qui ont la chance de posséder des entreprises et d'être des opérateurs économiques. J'ai jeté un coup d'œil sur le case law de la Cour de justice l'année dernière en me demandant qui avait invoqué la charte et qui étaient les requérants. Quels sont ces citoyens, terme générique, qui essayent de bénéficier de la charte. Et je ne vous cacherai pas que la réponse est assez éclairante. Beaucoup plus de la moitié de ces requérants, heureux ou malheureux, sont des opérateurs économiques. Qu'il s'agisse de la concurrence, qu'il s'agisse de l'environnement, qu'il s'agisse des liens avec le marché intérieur. Pour l'essentiel, les citoyens auxquels la charte semble avoir apporté quelque chose sont en fait des opérateurs économiques. S'y joignent quelques administrations locales et, pour le reste, essentiellement, quelques cas qui semblent assez isolés en matière de droit d'asile, effectivement, pour ces citoyens-là, qui ne sont pas des citoyens d'ailleurs, mais qui ont un lien avec les citoyens, il semble que la charte ait apporté quelque chose et que même la jurisprudence de la Cour, dans ce domaine, ait été relativement avancée et intéressant, que l'apport est important. Et puis, des citoyens qui invoquent des entraves à la liberté de mouvement ou à la liberté d'établissement pour des raisons aussi pittoresques que l'orthographe de leur nom dans la langue du pays dans laquelle ils s'inscrivent. Vous remarquerez que, même si c'est important, ce n'est pas un de ces problèmes majeurs de droits fondamentaux que l'on peut aborder. Je crois que c'est dû sans doute à une mauvaise compréhension du champ d'application de la charte, et j'en parlerai tout à l'heure. Mais en poursuivant mes recherches documentaires, je me suis penché sur le remarquable rapport de la Commission de cette année sur la charte des droits fondamentaux, et j'ai constaté que, s'agissant des lettres de plainte adressées à la Commission, près de 54% sont irrecevables, alors qu'elles invoquent des droits fondamentaux, parce qu'elles sont en dehors du champ d'application de la charte. J'ai été pris d'un soudain d'espoir en examinant les résultats de la commission des pétitions au Parlement européen, en me disant, lorsqu'ils s'adressent au Parlement, ils sont plus intelligents que lorsqu'ils s'adressent à la Commission. En effet, il n'y a que 40% de pétitions qui sont irrecevables. Mais malheureusement, une petite recherche juridique dans le traité m'a rappelé que la commission des pétitions a comme critère de recevabilité le lien avec le domaine d'application
du champ de l'Union. Donc, effectivement, leur requête est déclarée recevable, mais une fois que leur requête est déclarée recevable, on leur dit « désolé, la charte ne s'applique pas à vous parce que votre requête n'entre pas dans le champ d'application de la charte ». Il y a donc une méconnaissance assez générale, non pas sur la charte, parce qu'on ne ferait pas de recours, on n'enverrait pas des lettres à la Commission ou des pétitions au Parlement si on ne savait pas qu'il existe une charte. Et d'après un sondage Eurobaromètre, le taux de connaissance de l'existence de la charte est assez important. On est dans les 70% de ceux qui répondent qui savent qu'il existe une charte des droits fondamentaux. Mais malheureusement, ils savent seulement qu'il existe une charte des droits fondamentaux. Et cette ignorance n'est pas seulement l'ignorance des citoyens, mais c'est assez curieusement l'ignorance des magistrats nationaux. Lorsqu'on regarde les renvois préjudiciels qu'ils font à la Cour de justice, on s'aperçoit qu'une bonne partie des questions posées est effectivement en dehors du champ d'application de la Charte des droits fondamentaux. Peut-être, me direz-vous, ils essayent, ou plus exactement, les avocats essayent, parce qu'on ne sait jamais si ça peut marcher, mais si vous vous intéressez à l'application concrète de la Charte, notamment par la Cour, il faut suivre une démarche inverse de celle de mes collègues. Mes collègues s'intéressent avant tout aux arrêts et examinent ce qu'apporte la Cour sur les arrêts. Changez de lunettes et intéressez-vous aux ordonnances qui déclarent la question préjudicielle irrecevable. Vous apercevrez qu'il y en a un grand nombre, un tel nombre que je n'ai pas réussi à les épuiser toutes. Je voulais en faire une statistique, mais je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Et les questions qui sont posées n'ont évidemment aucun rapport avec le droit de l'Union, le plus souvent. Par exemple, la Charte impose que l'on me donne une indemnité pour les années de prison que j'ai subies pendant la dictature communiste. La Charte impose à la Belgique de ne pas encourager la consommation de tabac dans ses forces à l'étranger, situation purement interne belge. Vous avez, ou bien la fiscalité, notamment dans la fiscalité belge, il y a beaucoup de cas qui sont des cas purement internes où l'on dit que l'imposition n'est pas juste et disproportionnée, etc., en se fondant sur la Charte. C'est-à-dire qu'on essaye de faire feu de tout bois avec la Charte des droits fondamentaux et que fondamentalement on arrive à une réponse qui est une réponse décevante. À trop faire naître d'espoir pour le citoyen, on déçoit le citoyen parce qu'on est dans une mécanique qui repose sur des critères d'admissibilité qui sont juridiques et qui ne sont pas extrêmement étendus et que les requêtes, les demandes, les pétitions sont rejetées globalement de ce fait. Je crois qu'il y a quelques problèmes majeurs que je voudrais évoquer dans ce contexte. Mais avant de le faire, je voudrais faire une autre remarque. Lorsqu'on me demande est-ce que le caractère obligatoire de la Charte des droits fondamentaux change quelque chose concrètement pour le citoyen, ici encore, dès l'abord, on peut hésiter quant à la réponse en se disant que si la Charte n'avait pas eu un caractère obligatoire, la jurisprudence de la Cour, pour protéger le citoyen, n'eût peut-être pas été fondamentalement différente. D'ailleurs, dans une démarche que je n'oserais qualifier de paresseuse très souvent, la Cour de justice rappelle ce qu'elle a dit sur les principes généraux du droit et ajoute au demeurant l'article X de la Charte, désormais contraignant. Donc, sa piste de réflexion, mais c'est normal pour un juge, c'est de se référer à sa jurisprudence et d'ajouter une couche de peinture avec cet élément nouveau
qu'est la Charte des droits fondamentaux. Mais je crois qu'on ne doit pas être surpris d'y jeter l'opprobre sur la jurisprudence de la Cour. La jurisprudence d'une Cour tire sa légitimité en partie de sa continuité, bien entendu, et sur ce plan, je n'ai pas encore noté de rupture, mais les ruptures viendront peut-être. Donc je voudrais aborder quelques problèmes, 4 problèmes fondamentalement, qui sont connus, et je voudrais simplement résumer mon point de vue sur ces problèmes sans entrer dans les détails techniques. S'il faut fournir un texte écrit, on pourra l'ornementer avec toutes les références jurisprudentielles. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous toutes ces affaires et il suffit de les évoquer pour que vous en ayez tous les éléments présents à l'esprit. Je commencerai par les problèmes. Les problèmes essentiels, effectivement, pour l'application concrète de la Charte pour les citoyens, sont des problèmes classiques. Ils ont été évoqués largement lors du dernier congrès FIDE, donc j'en reparlerai, mais j'en reparlerai d'une manière pas trop étendue. C'est bien entendu le problème du champ d'application et le problème que je ne sais comment qualifier de l'effet direct horizontal, du Drittwirkung, de l'effet indirect entre particuliers. Les différences entre les solutions nationales sur l'effet d'un droit fondamental entre particuliers sont telles, et la jurisprudence de la Cour étant tellement pauvre dans ce domaine, qu'il est difficile de voir vers où elle s'est orientée. Mais c'est un problème, et c'est un réel problème auquel une solution devra un jour être apportée. La Cour l'a évité jusqu'à présent. Elle a répondu autrement, mais il faudra le faire. Ce sont donc 2 domaines qui sont problématiques et qui expliquent que la Charte a du mal à avoir des effets concrètement pour le citoyen. Et puis, il y a un autre élément où vraiment, et ça ne tient pas à l'Union en tant que telle, ni à la Charte en tant que telle, où vraiment les effets sur le citoyen sont décevants, c'est le cas de violations graves et persistantes des droits fondamentaux. Dans ce cas-là, la Charte existe, les valeurs de l'Union sont présentes, mais on n'a pas de solution, comme le montrent les cas qu'évoquait, m'a-t-on dit, avec sa fougue habituelle, la commissaire Reding lors de son discours d'ouverture. Mais enfin, j'aborderai en dernier ressort l'aspect positif, car il y a un aspect positif. Mais je garde le suspense, je ne vous dirai pas d'ores et déjà quel est l'aspect positif, sinon vous ne m'écouteriez pas jusqu'à la fin et vous sombreriez dans une douce torpeur. Je crois qu'en ce qui concerne le champ d'application, il y a une méconnaissance fondamentale, qui est celle de savoir pourquoi on a fait une charte des droits fondamentaux. La charte des droits fondamentaux n'a pas été faite, et ceci tout le monde le sait, c'est une évidence, pour s'assurer que les États membres respectent les droits fondamentaux. Les États membres ont suffisamment de garanties constitutionnelles en matière de droits fondamentaux, et en plus, ils sont tous partis à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il n'y avait pas de lacune dans ce domaine. La charte était faite pour combler la lacune existante, c'est le respect des droits fondamentaux par les institutions, organes, organismes, etc., toute la litanie de l'Union. C'est là le problème qu'on a voulu cerner. Non pas qu'il n'y ait pas une protection suffisante, mais que cette protection résultait essentiellement du case law, de la jurisprudence de la Cour, et qu'un malheureux citoyen, face à des centaines d'arrêts, même avec les perfections du site Curia en matière de recherche, pouvait difficilement savoir quels droits étaient protégés et de quelle manière ils étaient protégés. L'un des participants britanniques éminents à la rédaction de la charte, Lord Goldsmith, qualifiait la charte de showcase. Il était contre l'effet obligatoire, mais pour lui, il s'agissait d'afficher clairement pour les citoyens quels sont leurs droits à l'égard des institutions de l'Union. Donc,
c'est ce phénomène que l'on a voulu protéger, c'est cette protection que l'on a voulu organiser, et rien d'autre en quelque sorte. Mais, et si on s'était limité là, on n'aurait pas eu de difficultés. On aurait eu deux systèmes de protection à l'encontre d'autorités différentes, les autorités nationales d'un côté et les autorités de l'Union de l'autre côté. Les chances de recoupement existaient, mais elles étaient faibles. Mais bien entendu, on est tombé sur le problème inévitable de la cohérence de l'application du droit de l'Union. Lorsque les États membres agissent en quelque sorte en tant que mandataires de l'Union, est-ce que l'on doit leur appliquer la protection nationale en matière de droits fondamentaux, ou est-ce qu'on doit leur appliquer la protection de l'Union? Et pour assurer la cohérence des droits fondamentaux, non pas sur les acteurs, mais sur le droit de l'Union en tant que corps, il a été nécessaire d'inclure les États membres et de les faire tomber en partie sous l'empire de la Charte. Et c'est à partir de là que toutes les ambiguïtés sont nées. C'est un phénomène inévitable, mais on tombe sur la question qu'est-ce que cela veut dire, les États membres appliquant le droit communautaire, et dans quel domaine cela doit-il aller? Et il est d'autant plus difficile d'y répondre que, c'est bien connu, la Convention elle-même était extrêmement divisée sur ce point. Vous aviez les réactionnaires, si je puis dire, qui ont obtenu satisfaction dans le texte only when implementing EU law. L'idée de ces personnes était une forte majorité, il faut bien le dire, l'idée de ces personnes était que c'était dans la transposition des directives ou dans l'adoption des mesures d'exécution que la Charte devait s'appliquer. Mais rien de plus. D'autres avaient une vision plus large et le compromis a été d'interpréter only when implementing dans les explications en étendant le champ d'application de la Charte par le biais des explications. C'était le compromis de départ. Ça permettait, notamment aux représentants des États membres, de montrer à leur gouvernement qu'ils avaient protégé la souveraineté nationale, et ça permettait aux amis de la Cour de justice de montrer qu'ils avaient tenu compte de la jurisprudence de la Cour de justice. Et c'est de là que ça vient, les deux pistes, finalement. Quant au champ d'application, la piste classique, normale, ordinaire, Wachauf, et la piste plus large, qui est la piste ERT. Les droits fondamentaux s'appliquent aux États membres lorsqu'ils dérogent aux droits de l'Union, lorsqu'ils veulent prendre une mesure qui déroge aux droits de l'Union. À cela s'ajoute, pour compliquer les choses, un argument que le président de la Cour exprime souvent, mais avec tout le respect que l'on doit à cette haute autorité, qui ne m'a jamais semblé totalement convaincant, c'est la mention que la Charte n'étend pas les compétences de l'Union. C'est vrai, cette mention a été mise pour le plaisir, par garantie. C'était évident que la Charte n'étendait pas les compétences de l'Union. Mais on l'a mis pour rassurer globalement. Mais il n'y a pas de rapport, à mon sens, entre le champ d'application de la Charte et le fait que la Charte n'étend pas les compétences de l'Union. Lorsque vous appliquez un droit fondamental, vous l'appliquez, si je prends la formule la plus large, in the field of EU law, dans le champ d'application du droit de l'Union. C'est-à-dire dans le cadre des compétences existantes, et ça ne vous donne pas le pouvoir positif de légiférer. Ça ne vous donne que l'obligation négative, comme la Cour l'a très bien dit dans son avis sur l'adhésion à la Convention européenne, ça vous donne l'obligation négative de respecter. Et il n'y a pas de lien entre l'obligation de respecter et
le pouvoir concret de légiférer. Oh, bien entendu, en agissant de la sorte, vous restreignez la liberté d'action des États membres dans le cadre de leurs compétences propres. Il y a des choses que dans leurs compétences, ils ne pourront pas faire parce qu'en le faisant, ils contredisent le droit de l'Union, mais c'est une jurisprudence classique. L'État civil relève la compétence des États membres, mais ils ne peuvent utiliser cette compétence qui leur est propre pour porter atteinte à une liberté. Ce n'est pas quelque chose, une liberté fondamentale. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais ce n'est pas non plus une extension de compétence. C'est tout simplement l'application bête de la règle pacta sunt servanda, et qu'on ne doit pas se servir de ses pouvoirs pour violer les traités. Donc, je ne vois pas de lien entre les deux choses. Il n'y a pas de creeping competence qui pourrait sortir de la charte. Donc, ce n'est pas un argument. D'ailleurs, même la Cour constitutionnelle allemande, qui n'est pas toujours d'une indulgence extraordinaire à l'égard de l'Union ou de sa Cour de justice, dans l'affaire Honeywell, a parfaitement admis que ce n'était pas la même chose de légiférer ou d'interpréter un principe existant. Et qu'interpréter un principe existant, dès lors que l'on suivait des méthodes raisonnables, traditionnelles, habituelles, ça n'étendait pas les compétences. Donc, cet argument ne m'a jamais. Cet argument, c'est un signal politique. Sur le plan politique, on peut le comprendre, mais juridiquement, ce n'est pas une raison pour limiter le champ d'application de la charte. Moyennant quoi, si vous regardez la jurisprudence dans ce domaine, jusqu'à présent, elle me semble être une jurisprudence, depuis la charte, assez traditionnelle. Les particuliers ne sont pas plus protégés. Les deux hypothèses, Varhoff et ERT, se retrouvent dans la jurisprudence à propos de l'application de la charte des droits fondamentaux. J'ai relevé des cas, mais je ne vais pas revenir sur ces cas globalement. Simplement, on peut noter qu'en matière sociale, et c'est important pour le citoyen, la Cour n'applique pas seulement la notion d'État membre mettant en œuvre le droit communautaire aux autorités publiques, mais qu'elle l'a appliqué notamment à propos des pilotes de ligne allemands, je crois, et de la durée du travail ou quelque chose d'équivalent, elle l'a appliqué aux organisations syndicales. Lorsqu'une directive autorise les États membres à laisser réglementer une matière par la concertation syndicale. Dans ce cas-là, les syndicats, par leur accord, agissent en quelque sorte comme des mandataires indirects de l'Union. Ils implémentent, ils appliquent le droit de l'Union en concrétisant les obligations contenues dans une directive. Donc ça offre quand même, et ça a offert en l'occurrence, je crois que la Cour a utilisé ce raisonnement à 2 ou 3 reprises récemment, ça offre une protection supplémentaire aux particuliers à cet égard. S'agissant de RT, la jurisprudence est également traditionnelle. Peut-être va-t-elle un peu plus loin dans l'affaire NS. Il s'agit évidemment du pouvoir de déroger à une règle posée par un règlement. Ce pouvoir est autorisé par le règlement lui-même, ce qu'on appelait la clause de souveraineté, le pouvoir sans aucune limite de ne pas renvoyer quelqu'un, mais la Cour a réglementé ce pouvoir de dérogation en rendant obligatoire la dérogation lorsqu'elle aboutissait à une situation contraire aux droits fondamentaux. Donc là, pour le réfugié, il y a un effet qui est quand même également un effet très protecteur. Vous ne serez pas renvoyé en Grèce en application de Schengen. On ne peut pas vous renvoyer en Grèce parce que le traitement des réfugiés en Grèce actuellement ne répond pas aux normes normales et ça s'apparente à un traitement inhumain et dégradant. Vous avez également ces mêmes types de raisonnements dans les affaires sur la liberté de mouvement. Je pense à l'affaire Vardine. On peut déroger sur la base des droits fondamentaux
et dans le respect à la liberté de mouvement. C'est cette fameuse affaire d'orthographe du nom globalement. Donc voilà ce premier aspect, mais la Cour se refuse à aller plus loin, ou lorsque la Cour va plus loin, elle n'utilise pas la Charte des droits fondamentaux. Elle s'est bien gardée d'utiliser la Charte des droits fondamentaux. Vous connaissez tous Zambrano, Ruiz Zambrano, le cas de ce père latino-américain d'un enfant qui a eu par accident la nationalité belge et qu'on ne peut pas renvoyer pour cette raison, est fondé sur la citoyenneté. On aurait pu construire entièrement sur les droits fondamentaux et notamment sur le droit de l'enfant à sa famille tel qu'il est garanti expressément par la Charte. On ne peut pas séparer des parents. Mais dans ce cas-là, c'était différent des parents et des enfants. C'était différent du droit sur la nationalité. Dans l'affaire des récits qui marque, je ne sais pas le point final, mais en tout cas une étape importante dans cette jurisprudence sur la citoyenneté de l'Union, la Cour se défausse allègrement de la question du champ d'application sur l'État membre. Elle dit à l'État membre, soit vous pensez que ça rentre dans le champ d'application de la directive et vous appliquez la charte sur le regroupement familial, soit vous pensez que ça n'entre pas dans le champ d'application de la directive, et alors la Convention européenne des droits de l'homme s'applique. Ponce Pilate, je ne veux pas régler ce problème de champ d'application, réglez-le vous-même. C'est quand même assez exceptionnel que de voir une telle situation, parce que ce qu'on attend au moins de l'interprétation de la Cour, c'est qu'elle nous dise si on est dans le champ ou si on n'est pas dans le champ d'application du droit de l'Union. Donc la question du champ d'application n'est pas aujourd'hui claire. Est-ce qu'il y a, en dehors de Wachow et de ERT, d'autres cas dans lesquels on pourrait invoquer la Charte en raison d'un lien substantiel avec le droit de l'Union? Pas d'un acte transposé et appliqué, pas d'une exception à une liberté ou un acte transposé ou appliqué, mais une situation qui présente un lien substantiel avec le droit de l'Union. Je dirais, il n'y a pas eu de cas suffisamment convaincants jusqu'à présent. Donc, il est difficile de le savoir globalement. Et lorsque il y a des cas qui pourraient aller plus loin, il y a des cas en matière de protection des données notamment, mais le cas de la protection des données est très spécifique parce que c'est un droit incorporé dans la Charte qui repose sur le traité. Et le traité donne à la protection des données un champ d'application général. Le traité dit, je crois, à l'article 18, que la protection des données, c'est dans le champ du droit de l'Union. Donc là, c'est clair, c'est pas quand on applique le droit de l'Union, c'est dans tout le champ du droit de l'Union. Donc on peut avoir une jurisprudence plus large, mais ce n'est pas une jurisprudence plus large fondée. Ah oui, oui, oui. Je ne bouge plus, je vous promets. Excusez-moi. Donc, ce n'est pas, disais-je, une question qui dépend de la Charte, c'est une question qui dépend du traité. On a le même problème avec la libre circulation. La libre circulation est incorporée dans la Charte. Alors, qu'est-ce qu'on applique? Le droit fondamental ou bien la liberté fondamentale globalement? Donc, comment voulez-vous que le citoyen, dans ces conditions, sache utiliser la Charte, alors que l'application de la Charte dépend fondamentalement de critères qu'il ne maîtrise pas et que personne ne maîtrise globalement. Si vous êtes un particulier, vous avez votre avocat, vous avez votre cas devant la juridiction nationale, vous voulez une protection concrète par la Charte, l'avocat dit on peut tenter un renvoi préjudiciel, 2 ans de plus, versez-moi tout de suite 200 000 €.
que faites-vous? C'est ça la vie concrète. C'est parier sur des choses qui sont relativement incertaines, en retardant l'issue d'un litige, ce qui peut être dommageable pour vous, mieux vaut une bonne transaction qu'un mauvais jugement, et surtout en engageant des dépenses complémentaires. Alors, on comprend que dans le cas des réfugiés, ça risque de devenir une voie systématique. Et que, à terme, j'espère que non, la Cour peut être submergée par ce nombre de cas, comme l'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui apparaît comme une chambre d'appel en matière de recours de réfugiés. Parce que là, il n'y a rien à perdre, globalement. Et il n'y a personne à payer, fondamentalement. On travaille pro bono. Mais dans les autres cas, c'est un problème et il faut attendre, comme nous attendons toujours, mais la jurisprudence de la Cour, logiquement, procède de manière pointilliste. Un juge ne tranche que sur le cas qui lui est donné. Il peut avoir des considérations générales, mais vous savez bien que quand vous avez des considérations générales, vous risquez de tomber sur un autre cas où vous ne voulez pas suivre ces considérations générales, et vous avez le problème, est-ce que je suis lié ou pas? Donc moins on en dit, plus on conserve les mains libres dans ce cas. Mais je crois que sur ce point, si vous voulez offrir un début de protection concrète aux citoyens, il faut d'abord enseigner le champ de l'application de la Charte. Il est inutile que les avocats et les juges aillent à Luxembourg pour se voir dire que c'est manifestement en dehors du champ d'application, que c'est purement national et qu'on ne peut pas régir cette situation. Il faut l'enseigner et arriver à une précision suffisante que nous n'avons pas pour l'instant sur ce point. Le deuxième point que j'aborde aussi plus rapidement, c'est le problème de l'effet horizontal, parce que le risque de déception des citoyens vient du fait que, en principe, la Charte ne devrait pas s'appliquer, je ne dis pas ne devrait pas comme obligation, mais dans la vision générale, la Charte ne devrait pas s'appliquer dans les rapports entre particuliers. Or, où sont les véritables problèmes de protection concrète des droits fondamentaux pour nos citoyens? C'est dans le domaine social. Mon congé de maternité, mes congés payés, mon droit à ne pas être licencié sans aucun motif, c'est là où se trouve la réalité des problèmes. Et puis, c'est également sans doute, mais là c'est un autre problème, ce n'est pas un problème entre particuliers, l'autre domaine, je voulais dire, c'est la justice et les affaires intérieures, mais là c'est le particulier contre l'État. Donc le social et peut-être l'environnemental sont des champs dans lesquels l'application horizontale a un intérêt pour le citoyen. Je pense qu'un certain nombre de juridictions constitutionnelles ont reconnu finalement un effet horizontal sous une forme quelconque, les formes varient, essentiellement dans le domaine social, d'abord dans le domaine social, parce que c'est dans le domaine dans lequel il y a des relations comparables aux relations entre le citoyen et l'État, une partie forte, l'employeur, et une partie faible. Et c'est la défense de la partie forte contre la partie faible. On a souvent dit qu'une des grandes merveilles de la Charte, il y a des fous, une des grandes merveilles de la Charte, c'était qu'elle contenait pour la première fois dans un même document des droits sociaux et des droits civils et politiques. À quoi bon si ces droits sociaux ne sont opposables qu'aux instances étatiques? C'est bien, mais est-ce véritablement suffisant pour assurer la protection des droits sociaux, pour assurer une protection réelle des droits sociaux? Alors, dans ces cas-là, il y a des hypothèses différentes. Il y a l'hypothèse où le droit social est directement applicable sans qu'il y ait aucune mesure de l'Union. On est dans une configuration que connaissait bien le Bundesverfassungsgericht, une relation de droit privé
dans lequel le législateur ne s'est jamais interposé et que l'on tranche par rapport à des principes fondamentaux. Ce cas ne s'est pas encore présenté pour le moment. Ou, s'il s'est présenté, on a évité de le traiter de cette manière. Les cas que l'on résout facilement, qui sont des cas de rapport entre particuliers, ce sont les cas dans lesquels il y a un texte, une directive non transposée ou mal transposée. Et dans ce cas, il y a une jurisprudence non négligeable de la Cour de justice qui utilise cet instrument magique, mais limité, qu'est le principe d'interprétation conforme. Si la directive n'est pas transposée, on peut l'interpréter de manière conforme. Si vous donniez un effet direct au droit, non seulement ça voudrait dire que ça, la Cour le reconnaît parfaitement, que la directive pourrait avoir un effet direct, mais ça voudrait dire aussi qu'elle pourrait avoir un effet direct horizontal. Et ça, c'est quelque chose pour lequel certains de mes collègues ont combattu pendant des années, mais qui n'a jamais été accepté par la Cour. Donc, lorsque vous avez un texte qui s'interpose, dans les limites de l'interprétation conforme, c'est possible. Mais si la législation nationale est totalement contraire, et si vous jouez dans l'interprétation conforme, alors c'est pas possible, vous le savez, dans ce cas-là, et il faut passer par d'autres voies, de la responsabilité, etc., etc. À moins que la directive soit globalement directement applicable, mais pour les textes sociaux, l'applicabilité directe est souvent difficile parce que la conditionnalité est forte. Il faut prendre des mesures importantes, des mesures d'application. Quand ce problème s'est posé devant la Cour, assez curieusement, elle a une jurisprudence que vous connaissez bien, chers collègues, en matière de principes généraux du droit, en ce qui concerne la discrimination sur la base de l'âge, où elle n'a pas hésité à aller loin, certains ont dit très loin à cet égard, dans l'application horizontale de principe de non-discrimination sur la base de l'âge, sans passer par l'intermédiaire d'autres textes, puisque la directive n'était pas applicable à l'Allemagne, globalement, mais assez curieusement, on n'est pas passé des principes généraux du droit aux droits fondamentaux. Et je pose simplement une question à laquelle j'espère vous répondrez par la négative. Peut-on accorder un traitement juridique différent aux droits fondés sur des principes généraux du droit et aux droits fondés sur la charte? Est-ce que Mangold, etc., n'est pas applicable dès lors qu'il s'agit d'un droit fondé sur la charte lui-même? Je ne vois aucune raison logique. Je vous renvoie aux conclusions de l'avocat général Trichniak, qui a longuement médité sur ce point et qui hésite beaucoup dans la réponse qu'il doit donner. Mais en tout cas, dans le cas sur lequel l'avocat Trichniak a conclu, qui est l'affaire Dominguez, il a conclu d'abord en un sens négatif en ce qui concerne l'effet horizontal des droits fondamentaux, parce que, dit-il, la charte ne s'adresse qu'aux institutions et aux États membres. Le texte de la charte lui-même ne vise que les institutions et les États membres. Il ne vise pas les particuliers. Donc cet argument formel lui a semblé en quelque sorte déterminant pour dire les États membres n'ont pas voulu. Je veux dire que les États membres, ils n'ont jamais pensé à ça. Dans une conférence intergouvernementale, vous voyez quelqu'un qui va raconter aux ambassadeurs qu'il y a un problème d'effet horizontal, etc. Il est mis à la porte immédiatement et on se demande quel est cet étrange fou. Hein, ça, c'est pas de même nature. Donc, ils n'y ont pas pensé, ils ont appliqué cette formule de manière classique et sans vouloir exclure expressément
la possibilité d'un effet horizontal. Je crois que la Cour, à moins que quand Dominguez elle fasse une pirouette, dans Dominguez elle a finalement appliqué le droit au congé payé tel que le réclamait le requérant, mais sur la base du texte lui-même de la directive, c'est-à-dire qu'elle a complété l'œuvre du législateur, plutôt que de faire référence directement à la charte, toujours passer par l'intermédiaire de l'œuvre du législateur, plutôt que d'aller directement à la charte. Mais elle est saisie de deux affaires actuellement qui posent directement la question. La première, dont le nom vient de m'échapper, c'est une affaire allemande, dont l'audience a eu lieu il y a 15 jours, et qui doit donner, je ne sais plus si c'est Raymond Rice ou quelque chose de ce genre-là. Et la seconde, c'est une affaire française, G, posée par la Cour de cassation, où la Cour de cassation dit expressément est-ce que la charte a un effet direct. Alors, posé comme ça, c'est un effet horizontal. Posé comme ça, c'est difficile de répondre, ce n'est pas le problème. Je vais vous parler d'autre chose. Donc, on peut espérer avoir une réponse. Je ne suis pas en train de plaider pour que toutes les dispositions de la charte aient un effet horizontal, notamment en matière de droits sociaux. Il y a des dispositions qui sont loin d'être inconditionnelles et qui exigent une action de l'État pour mettre en œuvre le droit social. Et dans ce cas-là, je vois mal donner un effet horizontal à une disposition de ce genre. Il y en a d'autres qui sont d'une clarté absolue. Nul ne peut être licencié sans motif raisonnable. Ça, c'est directement applicable. Ça ressemble à l'interdiction des taxes d'effet équivalent dans la jurisprudence de la Cour sur l'effet direct dans le passé. Donc, cela peut varier selon les droits, mais je crois que la clarification sera une clarification importante qui produira des effets concrets si elle est positive pour le particulier. Parce que le travailleur, il y a d'autres droits qui peuvent avoir non sociaux, le travailleur pourra faire produire un effet immédiatement aux dispositions de la charte. Je serais malhonnête si je mentionnais une difficulté qui est évoquée fréquemment par la doctrine allemande, c'est qu'en agissant ainsi, on établit un corset pour le législateur. On pose jurisprudentiellement des règles qui ensuite enferment le législateur. Et donc, il y a une certaine sagesse et une certaine pondération. La Cour n'est pas le législateur, elle peut définir la portée des droits et les appliquer, mais elle doit soigneusement éviter de construire un régime du congé payé, du congé de maternité par une jurisprudence successive. Il y a là c'est un obstacle qui est difficile et qui est qu'il faut soigneusement éviter. Troisième déception, avant d'en arriver, elle sera brève cette déception, avant d'en arriver au point positif, c'est que la charte fait partie d'un ensemble de valeurs. Finalement, la protection des droits fondamentaux est mentionnée à l'article 2. L'article 7 du traité sur l'Union européenne organise une procédure en cas de violation des droits fondamentaux. Les précédents hongrois et roumains montrent bien que la procédure de l'article 7 n'est pas facilement utilisable. Vous pouvez enlever le facilement si vous voulez, c'est juste pour être poli, et que, à notre grande surprise, même le Parlement européen qui a conquis le droit de saisir le Conseil européen en cas de menace n'utilise pas ce droit dans l'affaire hongroise. Comme quoi, les amitiés politiques sont plus importantes que les préoccupations d'un organe démocratique à la protection des droits fondamentaux. C'est la vie. Ne voyez pas de critique. Quant aux États, les loups ne se mangent pas entre eux. Il y a peu de chance. Bon, il faudrait, je crois, un coup d'État militaire, un putsch, pour que, éventuellement,
on se hasarde à utiliser cette situation. Alors dans ce cas-là, bien sûr, vous l'avez vu, la Commission intervient, mais elle intervient dans le cadre de la Charte. Lorsque l'État met mal en œuvre le droit de l'Union. Si vous regardez tout ce qu'a fait la Commission, ses remontrances ou bien ces procédures en manquement, elles sont fondées sur le lien entre le droit de l'Union et les droits fondamentaux. Vous appliquez mal le statut des juges et il n'y a pas une justice véritable, etc., pas d'indépendance de ceci ou de cela, pas la liberté d'expression. La Cour cherche un rapport entre un droit fondamental, un texte existant, en disant ce texte existant devrait s'appliquer à la lumière du droit fondamental. Vous ne le faites pas, c'est mal, je vous gronde, je vous avertis, je vous admoneste et je vous livre aux foudres de la Cour de justice, le cas échéant. On assiste donc à une espèce de traitement parcellaire, alors que le citoyen, lui, est en face d'une attaque globale contre ses droits fondamentaux. Je ne juge pas les deux situations, je me garde bien d'en parler, mais je dis dans des situations du type menace grave ou sérieuse ou atteinte grave et sérieuse. Je ne veux pas entrer dans les débats pour savoir qui a fait bien, qui a mal fait. Mais simplement, la réaction de la Commission illustre les choses à cet égard. Alors, là, c'est le cas où le citoyen aurait le plus besoin de la Charte, parce que ses droits pourraient être massivement atteints. Et il crie, et le silence infini des abysses lui répond. Rien ne se passe, rien n'intervient. Alors, vous avez des solutions imaginatives. Certains d'entre vous ont lu l'article intéressant de notre collègue Van Bogdandi, Common Market Law Review, qui propose dans ce cas que la Cour de justice puisse condamner l'État parce que violer les droits fondamentaux, c'est porter atteinte aux éléments essentiels du statut du citoyen européen. Et il propose une transposition audacieuse de Zambrano d'une manière plus globale à la protection des droits fondamentaux en cas de violation grave et sérieuse. C'est intelligent. Il n'était pas le seul. D'ailleurs, David Halberstam aux États-Unis avait évoqué avant lui la même situation, c'est-à-dire la stratégie judiciaire. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est bien, mon gars, bonne chance. Vous voyez, la Cour, derrière le président Skoris, condamner un État membre parce qu'il a porté atteinte aux droits substantiels du citoyen en modifiant sa législation sur les partis politiques, sur la liberté d'expression, etc. Peut-être, mais pas demain. Alors, y a-t-il une autre voie? Et c'est pour ça que je signale ce problème. Il est intéressant que dans un passage peu remarqué de son discours sur l'état de l'Union, le président Barroso, il y a peu de temps, a dit la chose suivante, il expose les difficultés, et il dit, je traduis de l'anglais, nous avons besoin d'instruments plus performants, et non de l'alternance entre le soft power de la persuasion politique, c'est lui le soft de la persuasion politique, et l'option nucléaire inapplicable de l'article 7. Donc là, mettre concrètement la charte en pratique, ça passe effectivement par quelque chose de plus. Certains suggèrent, il faut y réfléchir, faut-il une révision des traités? Peut-on s'appuyer sur les traités existants? Certains suggèrent que ce soit à la charge de la Commission, finalement, de pouvoir intervenir dans ce cas de situation globale, non pas en traitant des pièces du puzzle,
et en laissant le reste intact, mais en prenant le problème d'une manière globale. Peut-être peut-on construire quelque chose sur la base du droit existant, mais ce serait un vrai signal pour la protection concrète des citoyens que de savoir, par ces temps de populisme, qui sait ce qui peut se passer, que de savoir que dans ces cas-là, il y a un recours et que l'Union européenne peut intervenir au-delà du strict respect de la réglementation de l'Union. Mais je vous avais promis de dire quelque chose de plus positif parce que je n'ai pas signalé des défauts, j'ai signalé des problèmes qui devaient être résolus, des précisions qui devaient être apportées. Je ne vais pas aller plus loin. Ce qui me paraît très important pour le citoyen, et finalement, nous autres juristes, il n'y a pas que des juristes dans la salle, mais je parle pour moi, nous avons toujours l'habitude d'étudier les choses par le biais pathologique, n'est-ce pas? S'il y a un problème, alors on va devant le juge et le juge traite ce problème. Ça, c'est une vision pathologique. La maladie est plus rare que la bonne santé, globalement. Donc le traitement contentieux, le traitement par les plaintes, etc., c'est la garantie ultime du fonctionnement du système. Mais le vrai traitement, c'est bien entendu d'éviter que les droits fondamentaux ne sont violés. Cette histoire d'un homme qui était allé boire un verre pendant la messe dans le café du coin, et quand il revient, il dit à sa femme, elle est bien connue, excusez-moi, qu'est-ce qu'a dit le curé? Elle a dit, il faut éviter de pécher. Eh bien oui, il faut éviter de pécher dans ce cas. Or, d'une manière, je dois dire, assez étonnante, les institutions de l'Union ont mis en place un dispositif préventif pour éviter des violations des droits fondamentaux. C'est cette méthodologie des études d'impact systématiques aussi sur les droits fondamentaux. Et je dois dire que cette méthodologie, d'abord, est faite sérieusement. C'est une chose de dire on regarde s'il n'y a pas de violation des droits fondamentaux, parce que tout le monde sait que pour le dossier Passengers Name Records, il y a des problèmes de droits fondamentaux. Il n'y a pas besoin d'être un grand génie. Tout le monde sait que quand on traite de problèmes d'immigration, il y a des problèmes de droits fondamentaux. Et là, tout le monde les voit. Mais il y a des masses de problèmes en matière de droits fondamentaux que l'on n'aperçoit pas à première vue. Un produit est dangereux, je l'interdis d'une manière, je proclame une interdiction générale. C'est la première réaction. Le bisphénol est très dangereux, paraît-il, pour la santé, interdiction du bisphénol. Bien, parfait, tout le monde est content. Personne ne s'est posé la question de savoir si au moins il n'y avait pas un conflit avec un droit fondamental qu'est la liberté d'entreprendre. Et si dans ce cas, il ne fallait pas concilier la protection de la santé humaine avec la liberté d'entreprendre, et s'il ne fallait pas faire une approche proportionnelle en se demandant si le bisphénol, sa production ne doit pas être soumise à surveillance, si son introduction dans un certain nombre de produits ne doit pas être interdite, etc. On a une discussion sur les précurseurs. Vous savez, ces produits agricoles qui servent à fabriquer des explosifs, vous avez la bonne recette sur la plupart des sites Internet. Comment vous servir de votre jardin pour faire exploser des voitures devant l'ambassade des États-Unis. Bon, la réaction normale, c'est de dire les désherbants sont interdits. Comme ça, on évite. Mais on porte atteinte, dans ce cas-là, à la liberté d'entreprendre. J'ai choisi cet exemple liberté, on pourra en choisir d'autres. Et peut-être qu'il suffirait de dire que les produits doivent être soumis à une autorisation de vente et que l'acheteur doit être identifié. Parce qu'il y a peut-être des usages utiles, j'en sais rien, des désherbants.
et qu'on ne peut pas remplacer certains types de désherbants par d'autres. Ça paraît peut-être ridicule, mais c'est un problème de droit fondamental. Et dans beaucoup de domaines, vous avez un problème. Vous découvrez des problèmes quand vous creusez. Reach, lorsque l'on se fait enregistrer chez Reach, on doit donner à Reach ses essais, et les autres producteurs du même produit qui veulent faire enregistrer ont le droit d'accès pour voir si leur produit elles-mêmes et éviter de refaire les essais. D'accord, c'est bien, ça fait fonctionner la prévention chimique et la propriété intellectuelle et la protection des brevets, où est-elle? Sans étude d'impact, vous ne ciblez que les cas les plus évidents de violation des droits fondamentaux. Avec l'étude d'impact, sur chaque dossier, vous l'examinez sous l'angle des droits fondamentaux et nos collègues, d'abord de la Commission, au stade de la proposition, puis du Parlement et du Conseil, se demandent est-ce que là-dedans il y a un problème de droits fondamentaux? Se le demandent systématiquement, même si vous et moi dirions d'un revers de main ça n'a rien à voir, ça n'apparaît pas. Mais ceci peut apparaître lorsqu'on creuse le dossier. Et je dois dire que lisez également le rapport de la Commission à ce sujet, qui donne des exemples d'impact, d'études d'impact, qui ont décelé des potentialités de violation dans des cas que l'on ne soupçonnait pas globalement au premier regard. Donc, les études d'impact systématiques mettent en lumière ce qui était occulté auparavant et qui soulevait des questions que l'on ignorait involontairement, parce qu'on n'en avait pas eu conscience, elles surgissent à ce moment-là. Et après, ça vous permet de clarifier les choix. Le choix du législateur est politique, mais le législateur est obligé de faire la balance entre une liberté fondamentale et un droit fondamental, entre deux droits fondamentaux. Et il décide sur la balance qu'il veut opérer globalement. Et c'est une démarche elle est bien menée jusqu'à présent, mais elle va s'approfondir et s'approfondir de plus en plus. Je termine, rassurez-vous. C'est une démarche qui contribue à tuer le contentieux et finalement à offrir une protection réelle aux citoyens. Il ne le sait pas, il faut davantage le diffuser, mais ça a été un progrès considérable. La charte a été un signal pour que les institutions prennent les droits fondamentaux d'une manière sérieuse. Taking rights seriously. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des aspects positifs. Pour les aspects plus discutés, je pense que la charte ne réalise pas son impact complet, concret aujourd'hui sur les citoyens. Mais ce n'est pas désespérant, parce que dans ce cas-là, le temps est un grand maître, et que les cas s'ajoutant, les interventions législatives peut-être aussi, on arrivera à une situation qui sera clarifiée et suffisante. Combien d'années cela a-t-il pris aux États-Unis pour imposer le Bill of Rights aux États fédérés, jusqu'à la guerre de sécession? Bien, je ne dis pas qu'on doit imposer la charte aux États dans tout le domaine, et ni qu'il faut organiser une guerre de sécession, bien qu'actuellement nous sommes dans les prémices d'une guerre pacifique de sécession. Et j'ai l'impression, si j'ai lu les dernières déclarations du Premier ministre britannique. Mais là, le droit fait son œuvre et se construit posément et lentement. La charte n'est pas sortie toute armée de la cuisse de Jupiter. Elle est sortie avec ses imperfections dues au fait que ses auteurs ne voyaient pas tous les problèmes. Et que maintenant, grâce au contentieux, grâce à la pratique des institutions, on les voit mieux et on les discerne mieux. Et que des réponses seront apportées et qu'on arrivera à une situation pas pleinement satisfaisante, mais au moins pleinement clarifiée. Si les choses sont claires,
Il n'y a pas de faux espoirs. On sait où et comment ça s'applique. On sait s'il faut changer parce que ce n'est pas satisfaisant, mais au moins on peut avoir une évaluation. Actuellement, il est trop tôt pour dire que la charte a changé fondamentalement les choses et que son caractère obligatoire a été un élément magique qui a transformé le monde des droits de l'homme dans l'Union. Je vous remercie de votre attention.